Bonjour. Bonjour. Donc je suis dans l'aéroport Charles de Gaulle et là je me rends pas véritablement compte de ce qui est en train de se passer en fait. Je me rends pas vraiment compte que je suis en train de partir à l'autre bout du monde pour 2 ans et demi pour un projet aussi énorme. L'idée de ce projet, l'idée de base est très simple. Il s'agit de traverser les Amériques à pied dans leur intégralité, donc de la pointe sud de l'Amérique du Sud jusqu'à sur les rivages de l'océan Arctique, donc de la mer de Beaufort plus spécifiquement, dans le grand nord du Canada. Et en arrivant à Ushuaia, environné de ces montagnes couvertes de neige juste à côté du Cap Horn, dans la ville la plus australe au monde, je suis toujours sur un petit nuage dans une espèce d'atmosphère complètement irréelle. Et en même temps, je me rends compte que ce qui m'attend est absolument énorme. Enfin, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. En tout cas, pas de cette manière-là, pas en essayant de se focaliser sur cet aspect naturel. Et je suis véritablement terrifié à l'idée de ce qui m'attend parce que ça paraît trop gros pour moi. Ça paraît trop gros même pour n'importe quel être humain. Finalement, le but de la marche, c'est de voyager à échelle humaine. Mais ce qui m'attend est tellement énorme que j'ai du mal finalement à lui donner une forme concrète dans mon esprit. Ça y est, c'est le grand départ. On est le 4 septembre 2017. Il est 10h41 ici à Ushuaia. Et je vais commencer à marcher. Et à côté de ça, il y a la solitude qui me pèse énormément. Non pas parce que ça fait énormément de temps que j'ai quitté mes proches, ça fait seulement quelques jours, mais l'optique de passer 2 ans et demi seul, loin de mes amis, loin de ma famille, me rend déjà extrêmement triste et c'est vrai que j'en souffre beaucoup à ce moment-là. En fait, la route, trop de route, ça m'a défoncé les pieds. Le début un peu difficile, un peu compliqué physiquement. Mais bon, juste avant de partir, ma mère m'a dit, quand ça va pas, tu dors, ça ira mieux le lendemain. Donc je crois que c'est ce que je vais faire, je vais dormir. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté éponge, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui les ont imprégnées sans qu'on s'en rende forcément compte. Et dans le cas de Virgile, de ses voyages, c'est peut-être une idée que je me fais, mais à l'âge de 8, 10, 12 ans, on regardait beaucoup de documentaires, enfin beaucoup. Régulièrement, le dimanche après-midi, des Ushuaïa, il y avait un récit d'un bateau qui avait traversé la planète, la Boudeuse. Et ça, j'ai l'impression que ça a pu inspirer. C'était le prolongement de... Ça a toujours été comme ça, en fait. On a toujours fait confiance. On a essayé d'être présent, mais sans vouloir influencer forcément ce qui va se passer. De toute façon, on n'a pas la main dessus. Voilà sur quoi j'ai passé Il a neigé cette nuit. Ici, il n'y a personne, absolument personne. C'est un désert, j'ai vu même pas une voiture hier. Personne, et puis pas d'eau non plus. Donc hier, j'ai trouvé de l'eau en fait dans une flaque, mais c'est de la boue. Voilà la couleur que ça a. Voilà, au fil des kilomètres, au fil des jours qui s'enchaînent, j'arrive à trouver une certaine dynamique. Et ça me permet de trouver la force de continuer, d'enchaîner assez rapidement les kilomètres jusqu'à la fin de cette première partie sur route. Donc El Chalten, où je sais qu'à partir de là, je vais enchaîner sur un trail de longue distance. Et puis, 1 jour et demi après mon départ sur ce trail, je suis bloqué. Je suis bloqué à la frontière entre l'Argentine et le Chili. Et là, c'est un coup au moral. Alors que tout allait pour le mieux, finalement, que je me sentais à nouveau vraiment dans quelque chose que j'aime faire, dans la nature,
que j'enchaînais assez facilement les premiers kilomètres. Je suis bloqué pour quelque chose qui ne dépend absolument pas de moi, qui est simplement une contrainte administrative en fait. Voilà, je reprends mes esprits et assez rapidement je reviens à des problématiques concrètes. Comment je fais? La seule solution qui s'offre à moi, c'est de faire le tour en stop. Donc de redescendre vers El Chalten et de prendre la route pour repasser, pour contourner toutes les montagnes en fait que je devais normalement traverser à pied. Ça y est, je suis au Chili, Chile. Grâce à Christian, muchas gracias otra vez, Christian. C'est estupendo. Et puis j'arrive à redescendre donc par la carretera austral du côté chilien et je reviens enfin sur le trail, prêt à en découdre cette fois-ci. Et là vraiment je change de mentalité et je comprends que ce qui va faire le sel de ce projet, de cette traversée, c'est finalement tous ces petits événements. C'est finalement le fait que je ne suis pas maître de ce qui va se produire sur ce long chemin. Moi, j'ai mon projet, moi, j'ai mes désirs qui sont très spécifiques, mais je suis dans la nature désormais. C'est à moi de me plier finalement à tous les événements qui vont se produire autour de moi. C'est un changement qui se fait dans ma mentalité par la force des choses, parce que j'y suis contraint. Et en même temps, je sais que si je m'obstine à vouloir infléchir finalement tous les événements à ma propre volonté, je vais aller droit dans le mur. Et donc là, à ce moment précis, j'adopte une philosophie qui va me permettre de continuer finalement plus loin que je ne l'aurais jamais espéré. C'est prêt. Petit mélange de riz, de viande avec des bouts de carottes, de poireaux. Bon appétit. Salut mon pote. Apparemment, je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Passage juste en dessous de Los Tres Picos. Passage du 3e col de la journée. Pas après pas, kilomètre après kilomètre, donc je progresse vers le nord, au milieu de la cordillère des Andes, donc qui constitue vraiment la frontière géographique entre le Chili à l'ouest et l'Argentine à l'est. Et je m'approche petit à petit de la frontière de la Patagonie, donc qui est cette immense région naturelle dans le sud de l'Amérique du Sud, tant en Argentine qu'au Chili. Et puis en traversant le lac de Todos los Santos, je finis par en sortir officiellement. Bien évidemment, c'est encore une fois une frontière dessinée par l'être humain sur une carte. Mais je sens aussi une évolution dans le paysage. Et je pénètre dans une zone de la cordillère des Andes qui est constituée de volcans. En fait, la cordillère devient véritablement une chaîne volcanique à cet endroit. La météo a changé vraiment en un claquement de doigts. Et là, il y a des nuages qui sentent pas du tout la rose. Donc bah, c'est simple, je cours. Visibilité 0. Je fais absolument confiance au GPS. C'est mes yeux. Il faut quand même comprendre que cette traversée dans les volcans est difficile, notamment parce que j'ai de la neige et je rencontre Hector et Neri à la sortie de cette traversée en redescendant en altitude. Et voilà, le contact de ces gens locaux, non seulement eux, mais tellement de personnes qui vivent dans les montagnes que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin, me ramène finalement à une réalité
parce que la réalité de nos vies, de nos existences, elle se trouve là. Elle se trouve dans les montagnes du Chili ou de l'Argentine, auprès de ces gens qui vivent au milieu de leurs bêtes, qui se déplacent à cheval. Et ça force finalement la modestie. Et je me rends compte, oui, parfois j'ai mal, oui, parfois je me sens seul, parfois j'ai peur, parfois je souffre du froid. Mais qu'est-ce que c'est tout ça finalement? J'ai trouvé 2 beaux chevaux qui viennent avec moi. C'est pas cool ça? Je vais peut-être pouvoir leur faire porter mon sac, hein? Non, ils en ont déjà marre. Et parfois, il m'arrive aussi de rencontrer des compagnons d'infortune, entre guillemets. Je viens de trouver un chien au milieu de nulle part. Il a dû être oublié. Non, mon gars. Et en fait, il est en train de crever la dame. Ah. Viens, mon gars. Viens. Bah ouais, mais... Quelle idée t'avais de venir, toi? Putain. Ah, t'es un peu relou, mon pote, hein. Bah ouais, mais bon. Oh, mon pauvre gars. Donc je plante la tente. Je suis obligé de défendre ma nourriture physiquement parce qu'il devient fou à partir du moment où je commence à cuisiner avec l'odeur. Mais encore une fois, je ne peux pas me permettre de partager avec lui. Et puis le lendemain, il a disparu. Il est parti, probablement pour chercher de la nourriture de son côté. Donc The American Hike, ça a quand même été un saut parce que c'était impossible à visualiser. C'était trop gros, trop grand. Et voilà, un choc quand même. Pour moi, c'est resté abstrait. Quelque chose que je n'arrivais pas à concevoir. Et hormis le pas à pas, le quotidien, chaque problème venant l'un après l'autre, l'image même de ce départ est resté oui, assez abstrait. Mais d'un autre côté, je sais qu'il est absolument dans quelque chose qui lui plaît, même si c'est difficile certains moments, comme ça lui fait plaisir et que c'est ce qu'il voulait faire, on accepte. Ça gronde sur la cordillère. Plein milieu de l'orage. J'avoue que je fais pas le fier. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué dans cette expédition? Beaucoup de choses, bien entendu. Qu'est-ce qui m'a marqué dans cette expédition, si je sais très bien? C'est pas quelque chose qui est visible, c'est quelque chose qui relève de la ténacité de Virgile et de son ambition, mais de son ambition constante, de continuer et surtout de rien lâcher. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est la chose qui m'a le plus marqué sur cette expédition. Voilà la saison des pluies dans le nord de l'Argentine, ça donne ça. Et surtout le fait que ce soit rigoureux, bien organisé, et qu'il ait conscience, surtout, des enjeux de communication. C'est-à-dire que pas du tout fermé. Voilà, baptême des 4000 pour moi. Je suis crevé. J'ai une traversée de 120 km. Là. Au tout
départ, Virgile ne souhaitait pas forcément prendre d'appareil photo ou de GoPro. J'ai toujours pensé qu'un projet est très utile lorsqu'on communique autour. Et Virgile est de nature obstinée. Donc effectivement, il a fallu peut-être amorcer un peu l'idée en amont. Donc voilà, l'ambition, c'était effectivement de communiquer autour de ça et surtout que ce soit pas perdu, que ce soit pas quelque chose qui soit un coup d'épée dans l'eau pour une personne, puisque ça pouvait toucher beaucoup de monde. Et puis pour pouvoir changer de chaussures aussi, parce que encore une fois, bon bah elles sont mortes. Et je crois que c'est une première cette fois quand même. Un trou dans la semelle. Bon, 500 km, 13 jours quand même comme ça. Et il y a eu une vraie balance de l'impact que ça a eu dès lors que Brut nous a consacré un reportage. Et à partir de ce moment-là, l'audience a gonflé, mais elle était toujours centrée sur des gens très attachés au projet. Je pense que c'est quelque chose qui est essentiel aussi, dont j'ai peu parlé jusqu'à maintenant. Mais de faire face à sa solitude, d'avoir une caméra, de se confier à cette caméra. Et ensuite d'avoir des retours en direct, quasiment, en tout cas dès lors qu'on a une connexion internet, d'avoir des retours de son audience et des gens qui sont restés au pays, à la maison. C'était essentiel. Et c'était que des commentaires très positifs. Elle est super froide. Franchement, je sais pas si... Oh la vache. Hey, au milieu du plus grand désert de sel au monde. C'est juste incroyable. C'est peut-être l'endroit le plus improbable où j'aurais pu me trouver à cet instant précis et sûrement le plus beau sur Terre. Et je crois que voilà, si j'avais pas le courage de me lancer dans la traversée d'un des plus grands déserts de sel au monde, les pieds dans l'eau, en tongs, alors que le soleil est en train de se coucher, j'aurais pas le bonheur de voir ce spectacle et de le partager avec vous. Mais je crois que finalement, ce que je fais, c'est vraiment pas important. Même le fait d'être là pour voir ce spectacle, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de savoir que cette nature est là, qu'elle existe sur notre petite terre, un petit point bleu minuscule au milieu du néant de l'univers. C'est ça qui est vraiment important. Cette petite exception où se sont réunis par un étrange miracle toutes les conditions nécessaires à créer la vie et à créer ces paysages fantastiques. Et je crois que en tant qu'être humain, après avoir détruit cette nature pendant des siècles, on a aujourd'hui le devoir de tout faire pour la protéger. Ça peut paraître stupide, mais tout change énormément. On a des choses qu'on croyait acquises et qui ne le sont plus du tout aujourd'hui. Et Virgile montre justement que les choses qu'on croit acquises, elles ne le sont pas du tout à l'autre bout du monde. Et que là, nos remises en question actuelles, en fait, elles sont pas si énormes. Il ne faut pas en avoir peur. Et il faut aller un peu au-devant, quoi. Il faut prendre son petit bâton de pèlerin et marcher au-devant comme lui l'a fait. C'est-à-dire que quand on voit les conditions de vie de gens en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, on se dit qu'on est extrêmement bien lotis et que prendre conscience un minimum des notions environnementales, notions écologiques bien entendu, même si le mot est vachement galvaudé, ou des notions humaines d'ouverture à l'autre,
ça semble plus essentiel que jamais. Bon, je vous annonce officiellement que j'ai décidé de faire un petit détour sur ce projet de traversée des Amériques à pied pour gravir un sommet de plus de 6000 mètres ici en Bolivie. Très belle montagne à 6330 mètres d'altitude, le mont Parinacota, que voici. Là, départ au petit matin vers le sommet, il est même pas 6 heures là. Ça y est, je suis à 6000 mètres d'altitude. Je vous cache pas que je suis rétamé. J'en peux plus. Bon, le paysage est magnifique, hein. Il reste quoi? Il reste 350 mètres, un peu moins, jusqu'au sommet. Le sommet! Juste là. Oh la vache. Sur ce projet, ça a été une petite parenthèse enchantée qu'effectivement je chéris dans un coin de mon cœur. Mais voilà, j'ai dû en redescendre et puis reprendre ma route. En repartant de La Paz, le dernier jour que je passe dans la ville, je fais un truc complètement bête, mais qui va me coûter très très cher. C'est que le dernier soir, voilà, je suis pas très courageux et je vais simplement manger quelque chose au coin de la rue, sur un petit stand. Voilà. Bon, je vais vous passer les détails, mais cette nuit-là, voilà, je tombe malade. Et le matin, je suis incapable de repartir. Je vais même aux urgences en fait pendant la nuit parce que j'ai des diarrhées et je suis très rapidement déshydraté. C'est quelque chose d'extrêmement violent que j'avais jamais connu jusque-là. Donc je change un petit peu mon itinéraire, je passe plutôt par de la route au lieu des montagnes que j'avais prévues et je traverse finalement la frontière du Pérou avec mon état de santé qui s'améliore un petit peu, mais toujours une fatigue constante. Et c'est comme ça que j'arrive à Cusco. Donc je suis pas très en forme, mais en même temps j'arrive à un point, à un endroit absolument central dans mon voyage, puisque Cusco c'est la capitale de l'empire Inca. Et là de me retrouver ici, au milieu de ces vestiges absolument magnifiques, au milieu de cette culture quechua qui est toujours très très vivante, je me sens presque dans mon élément. Retour en enfance, un toboggan naturel. La nature décidant toujours des conditions dans lesquelles je me retrouve, je suis à nouveau bloqué, cette fois pas par une frontière humaine, mais par une frontière naturelle. Voilà, je suis sur le départ au petit matin, en train de mettre mes chaussures, le deuxième pied est pas mis, et il va falloir que je commence cette journée en traversant le rio Apurimac qui est juste là. Donc je me lève le matin avec la peur au ventre, très honnêtement, parce que je sais que ça va être probablement la traversée de rivière la plus dangereuse que j'ai jamais faite. Et j'ai déjà été emporté en Nouvelle-Zélande, je sais ce que ça veut dire. Le rio est quand même très large, très puissant, donc la concentration est de mise.
Je me souviens d'avoir visionné un rush où il doit traverser une rivière vraiment quand même large avec des rapides. Et bon, ça dure peut-être 2 minutes 30. Il y a déjà une première séquence avant qui est compliquée, où il fait 3-4 mètres dans l'eau et puis le bâton de marche plie. Enfin, on voit bien que c'est extrême. Et donc, 2 minutes 30 où il va traverser cette rivière. Puis à un moment, j'ai coupé. Et il a fallu que je me raisonne et je me dise ah bah c'est bon, puisque de toute façon, t'as le film. Mais voilà, même en relançant, enfin même en mettant mes raisonnés, je me dis mais oula. Bon, je vais refaire une tentative ici. Ok. La vache. Allez mon pote. Là on peut le faire. Allez. Allez. Allez mon pote. Ah. Allez. Allez. Putain. Une des plus grosses traversées de rivière de toute ma vie, je dois dire. J'ai envie de faire ça tous les jours. La marche, pour moi, c'est prendre le temps. On est dans des vies, on est tous blindés, on est tous en, j'allais dire, pas en overdose, mais on ne prend plus le temps pour soi. Et c'est ça ce qui va nous bâtir pour demain. Prendre le temps de se connaître, de se reconnaître, de se reconnecter à soi. Mais l'important, c'est que chacun puisse prendre, j'allais dire, certains vont marcher, d'autres peut-être vont courir, d'autres vont faire autre chose. L'important, c'est de trouver sa propre manière de pouvoir se reconnecter à soi. On va prendre la grêle pour la tronche. Voilà, dehors il neige et je vais passer la nuit ici. C'est un abri de berger, bon, vraiment sommaire. C'est basique, mais c'est quand même mieux que de planter la tente sous la neige. J'espère que je vais passer une bonne nuit. C'est un chemin qui nous permet d'aller vers soi pour aller vers l'autre. Et je crois qu'effectivement, on est obligé de passer par là. De toute façon, on ne pourra pas, j'allais dire, faire cette économie-là. On est obligé de penser à son histoire, de penser à sa vie. Et c'est parce qu'on a pu faire cette démarche envers soi qu'on pourra faire une démarche vers l'autre. Après, chacun y met le sens qu'il veut. Dans l'Aubrac, il y a une phrase qui nous dit « Dans le silence de ma solitude, je n'entends plus que mon essentiel ». J'allais dire que cette solitude ou ce chemin nous permet d'aller vers notre essentiel. Qu'est-ce que j'en fais? Quel sens j'y donne? Ce que je veux dire, c'est que dans nos vies, on veut toujours être dans ce qui nous amène toujours à manger plus ou être plus dans les choses. Je crois qu'effectivement, marcher, ou ce que vit Virgile, ou être sur le chemin de Compostelle nous amène à une simplicité et apprendre à vivre pleinement les moments présents, et que c'est pas parce qu'on va manger du foie gras ou d'autres choses qui peuvent être, j'allais dire, que l'on prend maintenant et qu'on le trouve toujours sur nos tables. Peut-être que la simplicité, on peut vivre pleinement ces moments présents, et c'est peut-être ça qui nous permet plus d'être en relation et en profondeur avec les moments présents. C'est pas Noël, mais il neige à 4008 d'altitude. On est dans ce naturel, on est dans le j'allais dire presque dans le tout de suite maintenant. C'est vrai que le tout de suite maintenant, c'est ce que la société a envie de nous communiquer. J'ai envie d'être heureux maintenant, donc je vais prendre tout ce qu'il faut pour être heureux, même si j'ai pas envie. Cette expérience-là de Virgile permet de vivre le moment présent maintenant et de trouver un autre bonheur, celui de la simplicité, celui du partage, celui de vivre ces moments présents. Así estamos trabajando en Capacñán, en zona Soledad y Tambo. Yendo allá es Ushno, es importante para que anteriormente
de modo llamaban a los circas, a los apus, para la cosecha, para la siembra, tanto para que llegue la lluvia. Coach deportivo. Coach deportivo. Ah, bueno. ¿Cuál es su especialidad, su deporte? Caminata, race walking. Marcha. Ah, ¿verdad? Marché. Pero yo soy un caminante. Así veo, pero no marcha técnica, otra cosa. Ah, ok. No quiere ser mi coach. Claro, Entonces... vamos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A Cuenca. Ah, bueno. El pan que Jesús Dale un pedazo. Sí. la repartió. Prueba. Ah, muchas gracias, pero un poquito nomás. Así que cógele más. Muchas gracias. Muy rico. Ok. C'est la dimension mentale qui m'impressionne peut-être plus encore que l'aspect sportif, bien que les deux soient vraiment intimement liés. C'est le fait de tenir un projet sur une si longue distance, avec autant d'aléas. Voilà, on est au début de la saison des pluies ici en Équateur. Bien qu'il y ait eu des voyages avant, mais malgré tout, c'est pas quelque chose qu'on peut entraîner aussi bien que le physique, je pense. Ça, c'est un bain de boue, ça. J'ai fait les vaches, j'ai fait les lamas et maintenant les moutons. En dehors de ça, l'implication, elle est plus générale du fait que ça pose question sur la façon dont on vit, même nous, de notre côté, et puis dans le rôle qu'on a à jouer sur l'ensemble de la planète, parce qu'on est avant tout des terriens. Et puis son voyage, c'est marcheur sans frontières, donc c'est vrai qu'une frontière, finalement, à quoi ça peut servir? Sinon, faire la guerre, je ne sais pas quel historien peut dire ça, mais ça a été dit. C'est Fouché. C'est Fouché. Mais de ce point de vue-là, forcément, toute la vie au quotidien doit changer. Une fois arrivé en Colombie, je me retrouve donc dans un contexte complètement différent. Je suis sur la route parce que il y a très peu d'opportunités en réalité de traverser des milieux naturels. Et puis la deuxième raison à cela, c'est aussi que c'est malgré tout un pays assez instable et que je me sens plus en sécurité en passant par les routes. Et au fond de moi, j'avais une espèce de rêve. J'avais un rêve, mais presque inavouable en fait. Tellement ça me semblait impossible pour moi, avec ma condition physique, parce que je suis pas un athlète. Et je me sentais pas à la hauteur, tout simplement. Et ce rêve, c'était de traverser, de partir, mais en courant. Voilà, premier jour de course aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Donc finalement, ça a pu se faire grâce à des amis en commun, des gens qui étaient en vacances en Colombie à ce moment-là, qui ont ramené mes affaires aux États-Unis. Et tout d'un coup, je me retrouvais avec un tout petit sac à dos sur les épaules. J'avais plus qu'à y aller. J'avais plus qu'à me mettre à courir, à trottiner doucement. Voilà, je viens de partir il y a à peu près une demi-heure. Bon, pour l'instant, les sensations sont pas incroyables.
Je lutte contre une envie de point de côté. Mais bon, ça va venir petit à petit, je m'inquiète pas trop. En essayant d'y aller progressivement, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre, très honnêtement. Et les débuts ont été difficiles parce que j'ai été victime de mon entrain, à cause de la chaleur aussi. Donc ce que j'essayais de faire, c'était d'alterner finalement des parties en courant et des parties en marchant au cours de la journée. Et dans le nord de la Colombie, il faut savoir qu'il y a une zone tampon de forêt vierge qui est presque impossible à passer par la terre, qui s'appelle l'isthme du Darien. Et cette zone, elle est extrêmement dangereuse, non seulement à cause des conditions naturelles qui y règnent, mais aussi à cause des conditions humaines, sachant que c'est une zone qui est à la fois contrôlée par des cartels de drogue, à la fois par des tribus locales. Donc pour des raisons de sécurité avant tout, j'ai décidé de faire ce petit saut qui... effectivement, je suis triste de le dire, qui représente une coupure dans la continuité de cette marche que j'aurais voulu, parfaite, qu'il l'était dans l'idée, mais qui ne l'est pas dans les faits, parce que, encore une fois, j'étais soumis à des conditions particulières qui font que parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'y soumettre et puis d'évoluer, de faire évoluer son idée en fonction de ce que l'on trouve sur notre chemin. Bon voilà, j'ai fini par me faire inviter par les habitants du Costa Rica à une petite partie de pêche. El dueño de la lancha se llama Juan y ella es mi prima. Qué cámara tan bella. Sí, y muchísimas gracias por la invitación. Hola chica. Olé. Ya. Notre premier poisson est un chien. Le voyage non motorisé, à vélo ou à pied, apporte une dimension humaine, d'échange, la relation avec les autres, et c'est quelque chose que je prône. Et donc, encore une fois, je pouvais ne que m'identifier à ce que Virgile vivait en étant... lui marche, c'est encore plus lent, c'est l'éloge de la lenteur, comme on pourrait le dire. Bien évidemment, on ne peut, quand on a déjà vécu quelque chose comme ça, s'identifier totalement dans la mesure où Virgile voyage et voyageait seul. Même chose, il y avait l'autonomie, les bivouacs, le contact avec les autres. Ça résonne énormément chez quelqu'un qui l'a déjà vécu. Alors, même si ce n'est pas le même moyen de transport, puisque moi j'étais à vélo et lui se déplaçait à pied ou en courant, le fait d'être à l'extérieur, à vitesse lente, on est sensibilisé, le fait de se promener et de voir des déchets en permanence, la pollution, elle est vraiment prégnante quand on se promène et qu'on voit dans le bas de fossé des bouteilles, des sacs plastiques, tout ce genre de choses. Donc elle est liée au mode de transport, cette sensibilité-là. Et puis après, chaque culture, chaque pays, chaque personne va avoir lui-même sa sensibilité. Nous, on est abreuvé d'informations par rapport à ça, donc on ne va pas jeter son sac plastique ou son huile de vidange dans un ruisseau, en général. Alors que pour certaines cultures, ils ont d'autres problématiques, et pour eux, c'est plutôt manger, boire, s'assurer qu'ils ont un toit. Muchas gracias. Vale 10? Sí. Perfecto. Hasta luego. J'inviterais les gens à quitter leur zone de confort, voyager, s'ouvrir à l'autre. Ouais, pour moi, c'est indispensable de sortir et d'aller à la rencontre de l'autre, de sortir de sa zone de confort. Alors, le faire de la façon dont Virgile l'a fait, je ne sais pas, mais aller voir ce qui se passe ailleurs.
Le fait de faire ce projet-là aussi longtemps seul, c'est indéniablement la partie la plus forte, parce que j'estime que physiquement, tout le monde peut faire ce genre de voyage. Aussi longtemps, dans ces conditions-là, ça demande une force de caractère, une résilience, pour utiliser un terme de psy un peu plus pointu, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Je suis face à un mur de fatigue en ce moment. C'est dur. C'est vraiment dur. Ça va, Chico? Voilà, passage de la frontière du Mexique, de nuit. Parece rico. Está rico. Tengo que probar primero. No, pero dejas prueba, ya me dices. Sí, sí, sí. Si no está, me avisas. Faut avouer que c'est un petit peu amer, mais c'est super bon. Ça y est, on y est! Le tropique du Cancer, c'est quand même beau. Et bientôt, ce sera à la frontière des États-Unis. Très bientôt, on approche. Avec très peu de choses, on peut arriver à accomplir voilà, des projets absolument énormes, simplement en faisant preuve de simplicité et d'acharnement parfois, qu'on arrive à réaliser ses rêves, parce que pour moi c'était un rêve. À travers cette souffrance aussi, j'avais envie de vivre cette expérience, et c'est ça qui a guidé mes pas tout au long de cette traversée de l'Amérique centrale. Ça y est, on l'a fait. Nous voilà aux États-Unis. C'est quand même super cool. C'est bon, ça reste une frontière, hein, rien de plus, mais sur ce long périple, c'est quand même un beau symbole. Après une courte pause pour me reposer à Austin, au Texas, chez un ami, je débute donc cette traversée des États-Unis sur le Continental Divide Trail, qui est un trail de longue distance, donc comme un chemin de grande randonnée, qui va de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne sur 5000 km, le long vraiment de la partie la plus haute des montagnes rocheuses, c'est-à-dire la ligne de partage des eaux continentales. À l'ouest de cette ligne, les eaux s'écoulent vers l'océan Pacifique, et à l'est, elles s'écoulent vers l'océan Atlantique et vers le golfe du Mexique. Et moi, je me lance dans ce défi, en fait, le cœur léger, parce que je sais que à partir de maintenant, tout va être beaucoup plus facile. Je suis sur un itinéraire tracé, il y a des ressources sur Internet. Par exemple, je peux utiliser très facilement des cartes ou des points GPS.
Les gens savent ce que je fais, ce qui est aussi une grande différence parce qu'ils sont plus aptes à me venir en aide. Et il y a toute une solidarité qui s'est construite autour de ces trails aux États-Unis. Hi Doug, how are you doing? Hey, Et à côté de ça, je suis très touché par les paysages que je vois parce que le Nouveau-Mexique, j'en attendais pas grand-chose. C'est pas quelque chose auquel on pense spontanément quand on dit nature sauvage aux États-Unis. On va peut-être dire le Grand Canyon ou je sais pas, ou le Yosemite. Mais le Nouveau-Mexique, ça a été une très très belle surprise pour moi. Je sais pas si on peut très bien voir, mais là sur le poteau, il y a des poils. Qui sont des poils d'ours en réalité. C'est un ours noir qui s'est frotté sur le poteau. On est entouré de plein d'animaux, faut le savoir. C'est vraiment beau. Ouais. Ouais, c'est pas tout ça, mais je dois y aller, moi. Les cow-boys sont à l'œuvre pour assembler les vaches. Souvent, on se plaint de la vitesse à laquelle le temps file, en fait, et en randonnée, le temps retrouve, en fait, il s'écoule normalement, je trouve, au rythme de ses pas, en fait. Et ça, oui, ça a toujours été riche d'enseignements pour moi. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à la nature, et puis on réalise que qu'en mettant un pied devant l'autre, on peut franchir des montagnes, en fait. Et ça, c'est pas qu'une image, c'est le cas, et moi, même après presque 40 ans de pratique de randonnée, je reste surprise quand j'arrive en haut d'un sommet de me dire, et que je visualise mon circuit, de me dire ah oui, j'ai pu accomplir ça avec mes jambes. Les changements de chaussage pour aborder la neige. De toute façon, déjà dans notre quotidien, même si j'adore ce que je fais et qu'il y a une belle variété de sujets, c'est toujours une respiration que de parler de quelqu'un qui marche à l'autre bout du monde. Donc c'était agréable à faire et à suivre. C'est un peu une ouverture dans une actu locale. C'est un moment magazine, un moment d'évasion. Dans les premiers articles que là j'ai ressortis, il était notamment question de son sac à dos. Donc il détaillait vraiment le contenu de son sac à dos. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que les gens aiment parce que ça leur paraît incroyable quand ils partent en vacances, ils ont 3 valises et là, pour 2 ans et demi, il va avoir un sac de 11 kilos. Oui, j'avais expliqué à Virgile en plus qu'il avait bien pris, parce que j'avais fait entre guillemets un titre un peu accrocheur en disant 2 ans et demi et un caleçon. Mais voilà, c'était pour rendre un peu pour que le lecteur lambda, parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à la République du Centre, on ne s'adresse pas à des trailers ou à des gens spécialistes de la marche, ni de l'aventure d'ailleurs. Donc on est un quotidien local et il faut parler de leur quotidien aux gens pour qu'ils soient interpellés. Je pense que voilà, les Orléanais, nos lecteurs se sont laissés emporter assez facilement. Enfin, on l'a vu, notamment sur Internet. Beaucoup de commentaires, des
Des gens qui mettaient même en doute parfois l'authenticité du projet tellement ça leur paraissait incroyable. Se demander mais comment c'est faisable, l'autonomie, voilà, ça les interpellait beaucoup. Et Virgile a fait beaucoup de pédagogie à travers ses vidéos notamment sur ce sujet. Et je pense que c'était important parce que il faut rendre les choses très pratiques pour qu'ils réalisent que c'est faisable. Il fait mauvais. Je crois que je vais rester tranquillement dans la vallée ce soir. Oh la vache. Ça c'est le must, des framboises des bois. Traces de puma. Je dirais que ça donne une dimension nouvelle parce qu'on mesure encore mieux la difficulté, mais aussi la beauté des choses. J'ai été ébloui par les dimensions de ces espaces qu'on ne connaît pas ici. C'est vraiment, mais à perte de vue. Enfin, c'est pas exprimable. Enfin, beaucoup de gens le disent qui ont voyagé dans l'ouest des États-Unis, mais quand on ne l'a pas vu, on ne se rend pas compte. Après ça, assez rapidement, j'ai les premières neiges déjà qui tombent en début septembre. L'hiver est là. On est le 11 septembre et l'hiver est déjà là au Wyoming. Je continue à avancer malgré tout, mais en même temps, j'ai le doute qui commence à me titiller. Je me dis, mais ça ne peut que s'empirer en fait. On est seulement au début de l'hiver et ce que je pensais être à l'origine une simple tempête de neige assez anecdotique, finalement, est-ce que c'est pas vraiment le début de l'hiver qui va commencer à s'installer et qui va mettre vraiment en péril le bon déroulement de cette expédition? Voilà ma nouvelle petite routine le matin, parce que mes chaussures sont complètement gelées, c'est comme du roc. C'est que je les fais fondre au réchaud. Il y a la flamme. Et je les fais rôtir au-dessus de la flamme. Je sais pas si c'est très orthodoxe comme méthode, mais ça fonctionne, c'est le principal. Oh man. Et là, dans le Montana, je commence à souffrir beaucoup du froid, certes, mais surtout de cette idée incessante qui me dit d'arrêter. Et moralement, c'est très difficile. Parce que, au fond de moi-même, je me rends compte qu'elle a raison. Cette petite voix qui me dit qu'est-ce que tu vas faire, Virgile? Tu vas traverser les montagnes rocheuses dans le nord des États-Unis, dans le Canada, au milieu de l'hiver, alors que tu n'as jamais fait de ski de ta vie, que tu n'as pas des équipements adaptés. Qu'est-ce que tu vas faire? Et arrive un moment où je peux plus ignorer cette voix. Et je crois que ce qui est important de considérer, c'est que quoi que l'on fasse, jusqu'au bout, on ne peut se contenter que d'essayer constamment.
On essaye une chose et voilà, si ça nous fait avancer, on essaye autre chose après. Donc j'ai décidé d'interrompre temporairement cette expédition pour reprendre donc la traversée jusqu'à l'océan Arctique comme prévu, mais une fois que les conditions se seront un petit peu améliorées dans les montagnes rocheuses dans le nord des États-Unis. Je pense que pour chacun d'entre ceux qui l'ont vécu, ça donne de l'envie. Mais rien n'est impossible. Et 27 000 km projetés, 22 000 km accomplis, on y va, quoi, pourquoi pas. Donc si ça c'est possible, pourquoi on ne pourrait pas faire d'autres choses? Donc ouais, je crois que ça c'est le trait dominant, c'est il faut oser.